Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet important, je crois. Comment mieux comprendre et potentiellement surmonter les addictions. On va s'appuyer pour ça sur un document intitulé Se libérer des addictions, stratégies et outils. Et ce texte, il ratisse large, hein. On parle de substances. Bon, le tabac, l'alcool, les classiques, mais aussi de comportements, les jeux, l'usage un peu compulsif des réseaux sociaux. Et tout de suite, un point qui m'a marqué, ça ne serait pas juste une histoire de volonté, quoi. Non, c'est ça. Le document insiste là-dessus. C'est vu comme une pathologie, quelque chose qui modifie le cerveau. Une pathologie. D'accord. Exactement. Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est de regarder de plus près les outils, les stratégies concrètes que ce texte propose, pour aider à retrouver une certaine liberté. Hmm. Et il y a un message d'espoir derrière, je trouve. Le texte dit bien que c'est possible de s'en sortir. Bon, ça demande des efforts, c'est sûr. Oui, ça ne se fait pas tout seul. Alors allons-y. Plongeons dans ce que la source nous dit sur l'addiction elle-même. Et surtout, comment on peut s'en sortir. Pour commencer, justement, comment le texte définit l'addiction? Il parle de pratiques répétées, compulsives, avec une perte de contrôle, c'est ça? C'est ça. Répéter, compulsive, perte de contrôle. Et il met vraiment en avant un signe marquant. Lequel? Le craving. Ce mot anglais qui désigne cette envie, mais une envie très forte, irrésistible, même quand on sait que les conséquences sont négatives. Ah oui, le craving. Et il explique que ça perturbe des circuits importants dans le cerveau, ceux liés à la récompense, la motivation, le contrôle. C'est assez technique, mais l'idée est là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que le document dit sur le début. Souvent, la substance ou le comportement, au départ, ça a apporté quelque chose, non? Tout à fait. Un plaisir, un soulagement, parfois une sorte d'automédication face à une difficulté. Précisément. Et cette fonction de départ, ce bénéfice initial, ça rend l'arrêt plus compliqué, forcément. Je vois. C'est pour ça que le texte insiste. Il faut identifier cette fonction pour ensuite chercher des alternatives. Des alternatives saines, bien sûr. Logique. Ce qui nous amène... Naturellement, aux stratégies proposées. parfait. Alors, cette boîte à outils du texte. La première étape, si je comprends bien, c'est cette prise de conscience. Comprendre ce que l'addiction a apporté au début. Pourquoi c'est si crucial? Parce que reconnaître ses effets initiaux, le soulagement, le plaisir, la détente, peu importe, ça aide à identifier le besoin caché derrière. La fonction, quoi. D'accord. Le besoin réel. Oui. Et une fois qu'on a compris ça, le document suggère de chercher activement des alternatives, des choses saines. Par exemple, si c'était pour gérer le stress, on explore des techniques de relaxation. C'est concret. Mhm. Ensuite, le texte parle de développer son maître intérieur, augmenter sa conscience de soi, l'awareness. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça aide comment? En gros, c'est apprendre à reconnaître les signaux avant-coureurs. Les signaux internes, une émotion qui monte, une sensation dans le corps, Ah oui, et les déclencheurs externes. Un lieu, une situation, une personne. Tout ce qui précède l'envie, le fameux craving. d'accord. Pour anticiper un peu. C'est ça. Et le texte mentionne des pratiques. La méditation, la pleine conscience, mindfulness, ou des relaxations profondes, comme le NSDR, le yoga nidra est cité. Et ça sert à quoi ces pratiques? L'idée, c'est qu'elles aident à observer ses émotions, ses envies, sans forcément y réagir tout de suite, de prendre un peu de distance. Hmm. Et puis, elles activent le système nerveux parasympathique, l'état de calme, de récupération, ce qui est souvent mis à mal par l'addiction. Un contrepoids, en quelque sorte. Exactement. Il y a même un petit outil rapide qui est donné, juste se concentrer sur une longue expiration. Ça peut calmer vite fait le système nerveux. Pas mal. Le document aborde aussi l'hypnose et l'auto-hypnose. Ça intrigue souvent. Comment c'est présenté? Utile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'hypnose n'est pas décrite comme une simple relaxation, plutôt comme un état de concentration différent, un état de conscience modifié qu'on peut apprendre à utiliser, Ah! Et pour faire quoi? pour aider à détourner l'attention de l'obsession, par exemple. Le texte donne l'exemple de bouger, de se concentrer sur ses sensations physiques. Ça rendrait plus difficile d'être totalement absorbé par l'envie. Intéressant. Et plus profondément, l'hypnose permettrait, selon la source, de se reconnecter à ses propres ressources intérieures, retrouver du plaisir autrement, un sentiment de sécurité, mieux gérer ses émotions, sans passer par l'addiction. D'accord. Le texte évoque même l'idée de faire dialoguer les parties de soi, celle qui veut arrêter et celle qui veut continuer. Ah oui, ce conflit intérieur. Voilà. Visualiser un futur sans addiction, c'est aussi un outil mentionné pour la motivation. Et l'auto-hypnose, ça permet de pratiquer seul. D'accord, ça ouvre des pistes.
Parlons un peu des habitudes maintenant. La source propose le task bracketing pour construire de nouvelles habitudes, des habitudes positives. C'est quoi ça? Le task bracketing, on pourrait traduire par cadrage de tâches. L'idée, c'est de structurer une nouvelle habitude en pensant consciemment au moment juste avant et juste après. Pas seulement à l'action elle-même. D'accord, encadrer l'habitude. C'est ça. Le texte suggère de visualiser ou même d'écrire les étapes. Ça renforce l'intention, apparemment. Hmm, Et il y a un conseil pratique basé sur la biologie. Essayez de placer les habitudes qui demandent le plus d'efforts, de friction, comme ils disent, plutôt le matin, dans les 8 heures après le réveil environ. Ah oui, pourquoi? Parce que le corps et le cerveau seraient naturellement plus tournés vers l'action à ce moment-là. Plus de volonté disponible, en gros. Logique. Et pour casser les mauvaises habitudes, alors, là, l'approche décrite semble un peu surprenante. Se concentrer sur ce qui se passe après avoir cédé. Oui, c'est une approche assez contre-intuitive, on peut dire. Plutôt que de lutter sans cesse pour ne pas faire quelque chose, ce qui est épuisant. Oui, on sait que ça ne marche pas toujours. L'idée, c'est, dès qu'on réalise qu'on a cédé, qu'on a fait le truc qu'on voulait éviter, eh ben on s'engage immédiatement dans une autre habitude. Une habitude positive et surtout facile à faire. Immédiatement. Un exemple. Oui, le texte donne, si on a pris son téléphone compulsivement pendant une pause, dès qu'on s'en rend compte, hop, on le pose et on va boire un verre d'eau. Ou on fait 3 grandes respirations. Un truc simple. D'accord. Et ça sert à quoi de faire ça après? D'après la source, ça vient perturber la séquence neuronale de la mauvaise habitude. Ça la rend moins automatique avec le temps. Ça casse le pilote automatique, si vous voulez. Ah, je vois l'idée. Ça la rend moins fluide, moins gratifiante, peut-être? Voilà, ça pourrait être ça. Moins automatique en tout cas. C'est astucieux. Bon, tous ces outils sont très individuels, mais le document insiste aussi beaucoup sur l'importance du soutien social, non? Ah oui, énormément. C'est présenté comme un pilier, essentiel. Pas juste un petit plus. Non, non, fondamental. La source mentionne spécifiquement les groupes de soutien. Les programmes en 12 étapes, type Alcoolique Anonyme, Narcotique Anonyme, ils sont cités en exemple. D'accord. Et elle souligne qu'ils sont gratuits, qu'on en trouve partout, même en ligne maintenant. Oui, c'est accessible. Et ce qui est puissant, selon le texte, c'est de pouvoir partager ses expériences. Même les trucs difficiles. Ça aide à briser la honte, l'isolement. Ça doit faire beaucoup de bien. Oui, et l'entraide, le fait d'aider les autres aussi. C'est décrit comme un moteur de guérison important. D'accord. Et bien sûr, en parallèle ou en premier lieu, il y a l'aide professionnelle. Le texte le recommande aussi. Tout à fait, il encourage à consulter médecins généralistes, psychiatres, addictologues, psychologues, thérapeutes. Ne pas rester seul avec ça. Voilà, et il note aussi que les associations de patients, c'est souvent un bon premier contact pour l'écoute, pour l'orientation. D'accord. Un point important aussi, les traitements qui combinent plusieurs approches, médicales, psy, sociales, sont souvent les plus efficaces. Une approche globale. Une approche intégrée. Bien. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, le tableau que dresse la source, c'est que l'addiction, oui, c'est complexe. Mais il y a des solutions. Ce n'est pas une fatalité. C'est exactement ça. Les points clés qui ressortent, pour moi, c'est 1. Développer la conscience de soi, comprendre ses déclencheurs, ses besoins. 2. Comprendre la fonction initiale de l'addiction pour trouver des substituts sains. Oui. 3. Utiliser des outils ciblés, pleine conscience, hypnose, stratégie sur les habitudes. Et 4. Et c'est crucial, ne pas rester seul. Chercher du soutien, que ce soit les pairs ou les pros. D'accord. Un programme assez complet finalement. Oui, et la source le dit bien, ça demande du courage, de la persévérance, c'est un chemin. Mais la liberté, un équilibre de vie, c'est atteignable. Mm. Pour conclure, peut-être une pensée que tout ça suggère. Se libérer d'une addiction, ce n'est pas juste enlever quelque chose de négatif. C'est aussi, et peut-être surtout, construire activement autre chose. Construire du positif. Voilà. Construire de nouvelles sources de sens, de plaisir sain, de connexion. Et la question qui reste ouverte pour chacun, c'est à quoi pourraient ressembler ces nouvelles fondations, pour moi? C'est une belle question pour terminer. Une perspective constructive. Merci beaucoup d'avoir exploré tout ça avec nous aujourd'hui.